20,33% de participation à midi. Mathieu Hoc est de nouveau avec nous, secrétaire général du Millénaire. Un commentaire sur ce chiffre ? Oui, c'est un chiffre plutôt haut quand même par rapport à 2014. Il faut le comparer par rapport à 2014, puisque 2020, comme vous l'avez dit, c'était la période de la crise sanitaire, donc c'est incomparable. Deux éléments à noter. Le premier point, c'est que c'est plus haut que 2014, donc on a quand même, c'est ce qui n'était pas le cas la semaine dernière, donc on a quand même un regain d'intérêt de ce second tour des municipales 2026, eu égard à une configuration dont vous avez parlé tout à l'heure, qui est vraiment différente avec la présidentielle en ligne de mire un an après, et c'est ce que disait Rachel Kahn tout à l'heure. Ce soir, on va vraiment lancer l'élection présidentielle à l'issue de ce scrutin. Et puis, deuxième point, c'est que le taux de participation est supérieur à midi à celui du premier tour de ces municipales 2026. Donc ça montre quand même que alors que normalement, on était à 19, rappelez-moi dans l'oreille le chiffre de 19,37 la semaine dernière. Exactement. À la même heure. Donc on a un point de moins à peu près. Et en effet, quand normalement, en règle générale, comme beaucoup de villes se sont exprimées, il y a plus de 50% de la population qui a déjà un maire et 93% des communes qui ont déjà leur maire. 96% des communes ont déjà leur urne. Et plus de 50% de la population. C'est un tiers des électeurs en gros qui est appelé aux urnes aujourd'hui. Voilà. Donc aujourd'hui, on est dans une situation où effectivement le fait d'avoir un taux de participation qui a augmenté entre les deux tours montre qu'il y a un intérêt fort pour ce second tour des municipales 2026. Rachel, un commentaire. On est sur des villes où les enjeux évidemment sont plus visibles. Il y a du suspense comme rarement dans les grandes villes, notamment Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, Toulouse, pourquoi pas également. Et les électeurs se mobilisent. Alors, on peut faire dire aux chiffres tout ce que l'on veut, je crois, mais moi, je ne trouve pas que ce soit très haut par rapport aux enjeux qui se trouvent dans ces grandes villes. On a un point de plus que la semaine dernière. Je ne trouve pas que ce soit énorme. Et par ailleurs, on est très loin de 2008, par exemple. On est à un an des élections et on est quand même... Donc, je ne sais pas. Moi, j'ai l'impression que ce chiffre confirme quand même une forme de colère sourde, une forme de désengagement. Et après, il est seulement midi, soyons prudents là aussi, parce qu'il est seulement midi. Ça peut paraître dérisoire pour certains, mais les conditions climatiques restent favorables. Les gens prennent peut-être le temps c'est des questions qu'on s'est posées la semaine dernière, et c'est vrai que ça compte. Ça compte. En 2014, il faisait peut-être moins beau à ce moment-là. On va voter. Et puis, Michel, après le déjeuner, Et il faut aussi rappeler par contre aux gens qui nous regardent comme quoi, même si leur maire a été élu au premier tour, je parle des arrondissements des grandes villes, eh bien il y a quand même à repartir voter pour au moins le maire de la ville en entier, parce que il y a certaines personnes qui ne connaissent pas forcément le nouveau type de scrutin. Donc c'est important, je pense, de leur rappeler, même si votre maire d'arrondissement a gagné, il faut aller voter pour le maire, par exemple, de Paris, de Lyon ou de Marseille. Rien n'est acquis, tout reste ouvert, et cette participation Karim Abric pour le moment, on verra ça ce soir à 20h, mais c'est vrai, peut paraître un peu décevante quand même. Oui, bon, on va se réjouir. Déjà, un point de plus, pratiquement un peu plus même que 2014. C'est sûr que ça reste un défi. Ça reste un défi en France, dans plusieurs pays aujourd'hui. Bon, même en Amérique du Nord, c'est un peu la même chose. Comment relancer cette idée de dire, bon, c'est important, allez voter, c'est un exercice démocratique. Il y a aussi toujours, bon, sur la question, par exemple, du vote des plus jeunes. Donc, il y a toujours des idées qui sont lancées. Le vote obligatoire, faire voter les jeunes à partir de l'âge de 16 ans. Il y a toutes sortes d'idées parce que, oui, Rachel mentionnait, des fois, il y a cette idée un peu de manque de confiance, un peu, on se retire un peu dans nos quartiers et on a l'impression qu'on ne peut pas faire de différence parce que le vote, par exemple, souvent, on a l'impression que, bon, localement, est-ce que les politiques peuvent véritablement faire quelque chose ou, au final, il y a des traités, il y a des lois, ça nous échappe un peu. Bien donc, sûr. cette perte de confiance, ça fait en sorte que ça se répercute aussi sur le vote, ça peut, sur le taux de participation. Donc, il y a quand même ces enjeux-là, mais on le répète encore une fois, bon, il est encore tôt. Oui, il fait beau, les gens, peut-être la grasse matinée, on va aller déjeuner tranquille. Le poulet. Mais c'est ça, le poulet du dimanche. La poule au pot. Mais c'est important parce qu'on l'a mentionné, chaque vote compte, notamment particulièrement dans cette élection. Il y a plusieurs villes
où il y a des candidats qui sont au coude à coude. Je ne rentrerai pas dans Non, bien sûr. Devoir de réserve, je rappelle qu'on n'évoque aucun cas particulier dans cette période de réserve qui nous amènera jusqu'à 20h. Voilà, mais je pense qu'on peut dire qu'il y a plusieurs endroits où rien n'est joué et tout est à faire encore. Je retiens ce qui est dit sur la participation des jeunes, qui a été un écueil aussi au premier tour, qui en est souvent un, des jeunes qui tournent progressivement le dos à la politique. Ça aussi, c'est un enjeu majeur pour les prochaines années. Pourquoi pas sur cette présidentielle qui va se profiler également. Oui, en effet, au premier tour donc, de ces municipales, on était à 56% des 18-25 ans qui n'avaient pas voté et 60% des 25-35 ans. Alors qu'il y a quand même un paradoxe à souligner, c'est que les jeunes ne vont pas voter, ou les jeunes et les jeunes actifs ne vont pas voter, alors que les compétences des maires et des municipalités correspondent à beaucoup de compétences et beaucoup de champs de l'action sur les jeunes. Par exemple, les villes sont en charge des écoles, sont en charge des crèches, ce qui est très important pour les jeunes actifs, sont en charge des mobilités, sont en charge même de la sécurité. On sait aussi que les jeunes subissent aussi l'insécurité comme d'autres. Et donc, effectivement, il y a un paradoxe. Les jeunes ne vont pas voter, ou les actifs jeunes ne vont pas voter, alors que les villes, justement, peuvent répondre, et les maires peuvent répondre à leurs prérogatives, à leurs préoccupations. Pardon. Ensuite, après, il y a un point qui est structurel. Je ne dis pas que ces élections déchaînent l'enthousiasme des foules, mais quand même à noter que le taux de participation augmente, alors même qu'on est quand même dans les grandes villes, et dans les grandes villes, on sait qu'on vote plus tard. Donc je pense de toute façon que le taux de participation au second tour sera plus important que ce que l'on pensait. Et puis les municipales sont une élection également que les Français apprécient. Hein. C'est traditionnellement, là encore, l'élection qui est supposée mobiliser le plus juste après la présidentielle. Exactement, parce que les maires restent malgré tout des personnalités qui suscitent le plus de confiance de la part des Français par rapport aux responsables politiques. Alors que effectivement, et c'est là où je rejoins ce qu'a dit Rachel Kahn, il y a une véritable désaffection des Français à l'égard de leurs responsables politiques pour plein de raisons qui sont tout à fait légitimes et qui sont justifiables, notamment le fait que les décideurs publics déjà n'ont plus les manettes sur un certain nombre de sujets, mais également parce que justement ils ont à certains moments trahi une partie de la volonté populaire sur un certain nombre de sujets. Et donc effectivement, quand vous avez 26% des Français seulement qui ont confiance dans leurs responsables politiques, et qu'en plus de ça, sur ces élections municipales, on a parlé quasiment que d'alliances entre les différents partis politiques, de stratégies de vote utile, de vote barrage, etc., ça ne peut que renforcer le désamour des Français à l'égard de leurs représentants. Désamour qui est quand même assez Mais ça français, peut paradoxalement mobiliser, se dire qu'il y a des rapports de force importants, des alliances, des basculements possibles qui peuvent apporter des changements durables dans certaines municipalités. On peut avoir cette lecture aussi que ces enjeux, que ce suspense mobilise davantage. C'est pour ça que le taux de participation augmente, je pense, parce que beaucoup de Français ont vu qu'en 2020, on a élu certains maires et qui ont avec des villes qui ont subi des trajectoires différentes en fonction de la couleur politique des différents édiles. Et donc, effectivement, ça démontre quand même, quand vous faites la comparaison, vous êtes un Français, que vous vivez dans une ville et que vous voyez la ville voisine prendre un chemin différent du vôtre, qu'il soit bon ou mauvais, vous vous dites... ils ont voté pour quelqu'un qui amène la ville dans une bonne direction, je vais faire la même chose pour ma propre ville. Et puis on a de la chance. Je précise juste qu'en haut à droite, sur les images pour nos téléspectateurs, on voit les images de la matinée, de la fin de matinée, des différents candidats dans les grandes villes, des personnalités qui sont allées se présenter au bureau de vote. Pardon Rachel. Non mais justement, je trouve que symboliquement aussi, c'est important le moment que l'on vit, c'est-à-dire qu'on est dans une information où d'un côté on a la guerre et de l'autre côté on a les votes. Et c'est la fameuse phrase de Clausewitz, c'est la guerre, c'est la continuation de la politique par d'autres moyens. Nous avons aujourd'hui la chance de pouvoir voter, alors allons voter. Michel Fayad, sur cette mobilisation. C'est vrai qu'on a tendance à voir le verre à moitié vide, à savoir que les Français ne voient plus les répercussions de leur vote, ont le sentiment de ne plus être écoutés, que leur voix ne compte plus et n'a plus d'influence malgré tout. Et je pense que l'exemple des législatives de 2024 peut nous servir. Lorsque les électeurs sentent que là, le vote peut peser, ça a été le cas après de la dissolution, ils répondent présent. 2024 en a apporté la preuve et peut-être que ces municipales de 2026 l'apporteront également. Parce que je pense que justement les Français savent que le maire est un des derniers qui peut vraiment agir, qui a des vraies prérogatives, puisque aujourd'hui à l'Assemblée nationale, 80% des lois sont des directives venant de l'Union européenne et que les 20% restants sont problématiques aujourd'hui avec cette répartition par tiers des différents groupes. Donc finalement, le seul qui peut agir librement
d'ici 2027, c'est le maire. Donc c'est important, je pense, pour les Français que ce choix du maire pour qu'ils puissent justement réaliser ce qu'ils souhaitent. Et globalement, les Français sont plutôt satisfaits des maires sortants, donc on voit très souvent les maires sortants être réélus. C'est vrai. Et c'est bien parce que justement le maire est proche en général de sa population. Et c'est là où moi je regrette une chose, même si c'est pas. Même si je rappelle que 50% des maires sortants ont choisi de ne pas se représenter un temps, notamment. Ils sont devenus le punching ball des frustrations des uns et des autres. Mais je pense qu'il y a une chose qui c'est pas vraiment le sujet tout de suite, mais qui est important, je pense, c'est à un moment donné de revenir sur le non-cumul des mandats. Parce que je pense que justement, être député-maire, c'était quelque chose qui était pas mal par rapport à la relation entre l'élu et le citoyen. Ouais. C'est vrai. Et en fait, l'une des raisons de ce fossé qui s'est creusé entre la classe politique et le peuple, c'est notamment ce fait que ce député n'a plus d'ancrage local lié directement au citoyen qu'il peut côtoyer ou être épinglé dans la rue sur tel ou tel sujet, de manière, bien sûr, sans problème sécuritaire. Je reviens juste, tiens, Michel, encore un mot, je reviens aux enjeux de ce scrutin à proprement parler. C'est vrai que ces incertitudes, ces tensions, c'est possible, probable, pourquoi pas, dans certaines villes, basculement qui s'apparenterait pour beaucoup à un séisme politique, si tant est que telle ou telle force prenne le pouvoir. Moi, j'y vois une bonne nouvelle pour la vitalité démocratique du pays. Sur quoi Le fait qu'il y ait des basculements possibles, qu'il y ait autant de tensions, de scénarios à suspense aussi forts. Après, il y a des basculements qui sont intéressants, sans citer de cas précis. Non, j'ai bien compris. Je le rappelle. Mais il y a des basculements... Je ne voudrais pas avoir des soucis avec l'ARCOM. Non, j'ai compris. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des basculements intéressants parce qu'il y a des basculements qui sont liés vraiment à des politiques suivies ou à des projets, des programmes. Par contre, les basculements dus à des changements démographiques, eux, sont plus problématiques et posent un véritable souci dans le présent et à l'avenir. C'est vrai que la démocratie, c'est le principe même de la démocratie, c'est l'alternance. C'est-à-dire qu'effectivement, à un moment donné, dans la conduite d'une politique, qu'elle soit locale, régionale ou nationale, ou même européenne, il faut qu'il y ait un changement, une respiration, c'est-à-dire le fait que l'opposition devienne majorité et inversement, pour que justement on puisse avoir un autre point de vue et une autre lecture sur les différentes politiques publiques menées. Et donc, effectivement, le fait qu'il y ait des bascules sera très intéressant. Je suis assez d'accord, mais il faudrait que dans le même mouvement, c'est-à-dire qu'en fait, la démocratie puisse protéger l'espace du débat démocratique. On est quand même dans une société où le débat est de plus en plus contraint, la liberté d'expression de plus en plus contrainte, et donc en fait il faudrait véritablement que pour que ces votes puissent participer à la beauté de la démocratie, qu'il y ait aussi ces éléments et ces outils que sont le débat et l'échange démocratique avec une bonne tenue. Un dernier mot, Mathieu, peut-être, avant de repartir sur le terrain de cette guerre contre l'Iran qui a entamé son 23e jour. À quel point les résultats du scrutin, les enjeux du scrutin du jour peuvent marquer, et vous avez commencé à l'évoquer tout à l'heure, le point de départ de la campagne présidentielle de 2027, et à quel point peut-être des signaux, des messages peuvent être passés d'ores et déjà par l'électorat? À mon avis, il y a deux éléments qui sont intéressants. Le premier point, c'est sur l'offre politique. On sait que certaines personnalités déjà ont lié l'élection municipale avec l'élection nationale pour différentes raisons, que ce soit présidentielle ou même ailleurs. Vous avez effectivement des partis politiques, une offre politique qui va peut-être être amenée à se recomposer après les élections municipales et surtout à se clarifier. Aujourd'hui, on est dans une préélection présidentielle, une pré-campagne présidentielle où l'offre politique de tous les bords politiques quasiment est diffuse. Bien malin serait la personne qui serait capable ne serait-ce que de dire quel va être le tiercé de départ de l'élection présidentielle et pour tous les blocs politiques. Et puis le deuxième point, c'est la question des alliances. Quel parti va faire alliance avec quel autre parti? Les municipales vont donner une tonalité par rapport à l'élection présidentielle pour savoir justement quels seront, pour les candidats qui seront à l'élection présidentielle, leurs potentiels alliés électoraux, leurs potentiels report de voix, etc. 20,33% de participation à
midi, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, pour ce second tour des élections municipales. J'en profite pour vous donner ce rendez-vous majeur. Nous vous attendons nombreux ce soir pour suivre cette grande soirée jusqu'au bout de la nuit à partir de 17h. Elliott Deval, Romain Desarbes, Laurence Ferrari et Pierre de Villeneuve prendront la suite. Thomas Bonnet, Élodie Huchard pour vous accompagner jusque très tard. Donc, et tout comprendre de ce second tour. 20,33% de participation à midi. On y revient bien sûr en fil rouge tout au long de la journée et d'autres images éventuellement en direct si des personnalités venaient à se présenter.